Alors je suis très ravi d'être ici pour pouvoir mener cette discussion au programme de cet après-midi autour de la situation en République centrafricaine, un pays au cœur de l'actualité internationale. Et avec moi, pour pouvoir en parler, l'ancien Premier ministre, M. Martin Ziguélé, figure emblématique de l'opposition démocratique en République centrafricaine, RCA. Alors, M. Ziguélé, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut Amadeus. Alors, pour les gens qui sont dans la salle et qui ne vous connaissent pas encore très bien, on va dire quelques mots. Donc, comme je le disais, vous avez été Premier ministre de RCA, c'était entre 2001 et 2003, sous mandat du président Ange Félix Patassé, qui, soit dit au passage, est l'unique chef d'État de l'histoire contemporaine de la RCA à être parvenu au pouvoir autrement que par un coup d'État, c'est-à-dire via les urnes. Et je pense que c'est important de souligner cet élément pour davantage appréhender votre personnalité. Alors, vous avez été 2 fois candidat malheureux aux élections présidentielles. La première fois, c'était en 2005, puis en 2011, 2 scrutins remportés par François Bozizé dans des conditions que plusieurs observateurs auront qualifiées de douteuses. Le même Bozizé lui-même destitué en mars 2013. Alors vos positions en termes de respect de l'institution démocratique, de droits de l'homme, de bonne gouvernance sont assez connues. Vous êtes actuellement à la tête du MLPC, donc le mouvement de libération du peuple centrafricain, et puis très récemment, depuis janvier 2014, président de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, une plateforme regroupant les partis de l'ancienne coalition de l'opposition démocratique. Alors avec vous, bien entendu, nous allons parler de la situation en RCA. Nous allons également aborder des questions d'économie. C'est l'enjeu principal de cette conférence qui, vous l'avez compris à travers cette brillante session d'inauguration, porte sur les enjeux économiques de l'Afrique émergente. Monsieur Ziguélé, commençons, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors la RCA, un pays longtemps oublié, marginalisé par la communauté internationale, et qui revient, qui ressort de son anonymat. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne pensez pas que cette sortie de l'anonymat de la RCA n'est pas pour dévoiler davantage ce qu'est la RCA, à savoir, malheureusement, n'ayons pas peur des mots, le prototype de l'État failli? Je voudrais vous remercier M. Ibrahim Fassifiri, remercier l'Institut Amadeus, remercier mes frères et sœurs marocains aussi, qui m'ont fait confiance pour m'avoir invité, je pense, pour la 4e ou la 5e fois des manifestations de l'Institut Amadeus. J'en suis très honoré et je voudrais leur dire que, en fait, ils sont en train de participer à la réhabilitation de la République centrafricaine. J'ai toujours une image pour parler de la République centrafricaine. Je prends toujours l'image d'une salle de classe. Vous avez des enfants qui ont tous 6 ans et qui commencent l'école à la maternelle. Et puis il y en a qui sont brillants, et qui arrivent donc à prendre le train tout de suite et à être parmi les premiers jusqu'à la fin de leurs études. Et puis vous en avez d'autres également qui sont brillants les premiers jours, en tout cas très motivés, et qui par la suite se révèlent défaillants. Et je voudrais rappeler que la République centrafricaine, avant l'indépendance, c'était Lubangui Chari. C'est sur cette terre qu'était né Barthélemy Boganda, qui était le plus brillant homme politique de cette région en ce moment-là, et qui en fait avait destiné le nom de République centrafricaine, pas seulement pour son pays, Lubangui Chari, qui arrivait à l'indépendance en 1960, mais pour l'ensemble des anciennes colonies françaises d'Afrique centrale, c'est-à-dire
la République centrafricaine d'aujourd'hui, le Tchad, le Congo, le Gabon et le Cameroun dans ce qu'il appelait la République centrafricaine pour combattre la balkanisation, la division, donc l'affaiblissement lorsqu'on est seul. Il est mort, comme vous le savez, moins d'un an avant l'indépendance et naturellement, cette mort étant accidentelle, il n'a pas peut-être eu le temps de préparer des bons successeurs. Et malheureusement, lorsque vous avez faire une course de vitesse et que vous ratez le départ, c'est très difficile de rattraper la suite. Vous l'avez évoqué, nous avons eu 5 alternances en 50 ans d'indépendance et ça s'est toujours passé par des coups d'État militaires ou des révoltes, sauf avec mon patron Ange Félix Patassé, qui a gagné des élections démocratiques en octobre 1993, mais qui a été renversé 10 ans plus tard par François Bozé. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est parce que nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité que nous continuons à nous battre politiquement pour faire en sorte que ce pays soit debout et puisse un jour redonner à l'Afrique ce que Boganda a tenté de faire il y a peut-être 60 ans, plus de 60 ans aujourd'hui. Une succession de coups d'État qui très souvent portent les prémices d'une ingérence étrangère. Alors, pendant longtemps, la RCA a été une sorte de très mauvaise caricature de ce qu'a été la France-Afrique. Et puis, plus proche de nous, les coups d'État de 2003, puis de 2013, sont souvent présentés comme régionaux, c'est-à-dire avec l'assentiment des pays voisins. Bien évidemment, je pense au Tchad, mais pas uniquement, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre position par rapport à ce sentiment de mise sous tutelle permanente de la RCA? Oui, je vous remercie. Je voudrais utiliser une image qu'un illustre aîné a déjà utilisée pour parler de la RCA. Je vais parler d'Amadou Toumani Touré. Il avait dit que lorsque vous n'avez pas chez vous un chien de garde, vous risquez d'avoir chez vous le chien de votre voisin. C'est la difficulté de la construction d'un État, c'est-à-dire l'absence de volonté de construire une armée de forces de défense et de sécurité, une diplomatie, une économie, une citoyenneté, une administration. C'est tout cela que nous n'avons pas su faire et qui a fait que, la nature ayant horreur du vide, d'autres pays ont pu développer ce que vous appelez cette politique d'influence en Centrafrique. Et je vous prie de me croire, aujourd'hui, les Centrafricains sont très conscients, justement à cause de la catastrophe qui est arrivée dans notre pays depuis près d'1 an. Nous sommes très conscients de ces insuffisances-là. C'est pour ça que l'engagement est plus fort qu'hier de faire en sorte que si nous arrivons à finir cette période de transition et qu'il y a des élections, il y a un consensus très fort qui se crée aujourd'hui pour que nous ayons des forces de défense et de sécurité républicaines qui protègent le pays et puis surtout des dirigeants qui aient une conscience nationale assez élevée pour mettre l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du pays, la stabilité du pays et le développement du pays au cœur de leur démarche, pour nous permettre donc de sortir de cette situation que vous décrivez. Et néanmoins, moi je tiens à dire que c'est dans l'habitude, c'est un réflexe atavique chez l'être humain, quand il est en difficulté, de chercher à se trouver les explications chez l'autre, chez le voisin. Je pense que là également, ce n'est pas une démarche très responsable. S'il y a eu ingérence des pays voisins dans la politique intérieure de la République centrafricaine, c'est bien des Centrafricains qui sont allés solliciter l'appui de pays voisins pour venir les favoriser dans leur propre pays. Donc, une fois de plus, la responsabilité revient à la classe politique centrafricaine, pas forcément aux pays voisins. Nous aurons toujours, de par la géographie des voisins, nous aurons toujours, de par l'histoire politique même, des tentatives d'influencer la politique chez nous, et c'est à nous de nous organiser pour résister à cela et être autonomes politiquement dans notre pays. Très bien. Je suis heureux de vous entendre dire que les Centrafricains ont pleinement conscience qu'il ne s'agit pas là d'une fatalité. Néanmoins, revenons, si vous le voulez bien, sur la situation
en RCA, sur le terrain. Alors les violences actuelles, qui perdurent malheureusement, ont pris, dans les derniers mois, une tournure très inquiétante, complètement inédite en RCA. C'est celle de la confrontation confessionnelle. Vous l'avez compris, entre majorité chrétienne, minorité de musulmans. Une situation, je le disais, complètement inédite dans un pays qui a une longue tradition de coexistence pacifique entre les différentes communautés. Monsieur Ziguélé, vous savez qu'ici au Maroc, nous sommes très attentifs à la pratique de l'islam tolérant sur le sol africain. Comment en est-on arrivé là, à ce que des Centrafricains s'entre-déchirent sur des revendications religieuses? Oui. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer la situation centrafricaine. Ce qui se passe chez nous n'est pas une guerre confessionnelle. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre de religion, parce qu'une guerre de religion voudrait dire que, comme à la Saint-Barthélemy en France il y a 5 siècles, des chefs religieux dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, tiennent un discours clair et net pour demander à leurs fidèles, dans un camp ou dans l'autre, dans un camp et dans l'autre, j'allais dire, de s'en prendre aux fidèles des autres religions. Ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé chez nous est très simple. En 2003, le chef d'état-major de l'armée, qui s'appelait François Bozé, s'est rébellé et est allé s'installer au Tchad et a monté une rébellion pour venir renverser le président à l'époque, Ange Félix Patassé, dont j'étais le Premier ministre, et j'étais d'ailleurs en poste lorsque nous avions été renversés en mars 2003. Et dans son mouvement de rébellion, il y avait à peu près 60 à 70% de mercenaires qu'il avait recrutés au Tchad et au Soudan. Et ces mêmes mercenaires à qui il avait promis une rétribution lorsqu'il serait au pouvoir se sont révoltés contre lui en avril 2004, si vous vous en souvenez, et il a fallu l'intervention de feu le président Omar Bongo pour l'aider à indemniser ces mercenaires-là. Et donc, dans la suite, ceux qui sont restés dans l'armée centrafricaine, il a voulu se débarrasser d'eux encore en 2010. Et ce sont ces noyaux de mercenaires soudanais et tchadiens qui se sont regroupés, qui se sont alliés à d'autres Centrafricains pour créer la coalition Séléka et venir renverser le pouvoir en 2013. Et c'est avant même que Bozé ne perde le pouvoir, il a commencé à tenir un discours haineux en désignant à la vindicte populaire la communauté musulmane centrafricaine. C'est des Centrafricains comme moi, comme tout le monde dans ce pays-là, mais qui sont de confession musulmane. Il a commencé à les désigner à la vindicte populaire parce que, selon lui, c'est le Tchad, c'est-à-dire le voisin du Nord, qui est à l'origine des tentatives de déstabilisation de ce régime. Et c'est cela qui a poussé, et c'est cela qui a fait que lorsqu'il est tombé, il s'est organisé pour instrumentaliser les anciens éléments de sa sécurité présidentielle, les anciens éléments de l'armée originaire de sa région, les instrumentaliser, les armer, les organiser et pour les instrumentaliser contre la communauté musulmane centrafricaine. Et nous, quand je dis nous, je parle de mon parti, le MLPC, nous avons été les premiers à dénoncer cela. Et nous avons dit, avant même l'intervention de l'armée française, que ce qui se passait était une instrumentalisation donc de l'ancien pouvoir de Bozé. Il a fallu 4 mois pour que les uns et les autres se rendent compte de l'évidence et que, après l'intervention française et avec toutes les difficultés du monde, la situation a commencé à se stabiliser. Mais la situation est toujours extrêmement difficile. Il s'agit maintenant de recoller les morceaux, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez, lorsque le diable s'introduit dans la maison, après, il commet des dégâts. Et il faut des hommes et des femmes de bonne volonté pour essayer de recoller les morceaux. Et c'est ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, notre travail, tous les jours que Dieu fait, je viens de Bangui, je suis arrivé de Bangui hier, tout le travail que nous faisons, c'est d'aller rencontrer des jeunes musulmans, chrétiens, de leur dire qu'il faut qu'ils vivent ensemble, de les aider à vivre ensemble, de les organiser pour que l'école revienne, la vie dans les quartiers reprenne. Et c'est ce travail-là que nous faisons tous les jours. Et nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous aider à continuer à faire ce travail-là. Très bien. Alors, je vous pose la question parce que justement, on a l'impression que cette situation dépasse la Centrafrique.
la communauté internationale est très préoccupée par ce qui se passe d'un point de vue sécuritaire. Et puis, si vous regardez un peu la carte de l'Afrique, la RCA, c'est peut-être le dernier chaînon manquant d'une sorte d'autoroute du terrorisme, du nouvel terrorisme international, et donc qui partirait du Nord Mali avec les résidus d'AQMI, et puis de l'autre côté, au niveau du détroit du Niger, au nord du Nigeria, vous avez Boko Haram, et puis les Al-Shabaab à l'est, en Somalie, et puis la RCA, ça serait le dernier chaînon, ce qui manquerait pour faire de cette zone une sorte de nouvel épicentre du djihadisme africain. Oui, c'est vrai. Je dois vous dire que le mal de la situation que nous vivons, c'est que nous avons eu beaucoup de peine à convaincre la communauté internationale d'intervenir en Centrafrique. Beaucoup de mal à convaincre la communauté internationale d'intervenir en Centrafrique pour prévenir le déclenchement des hostilités intercommunautaires. Naturellement, quand il y a des hostilités intercommunautaires et qui ont trait à la religion, mais les extrémistes de tous bords ont tendance à instrumentaliser cette situation-là pour essayer de faire prospérer leur thèse. Aujourd'hui, il y a des risques réels de radicalisation de la situation. Si les personnes, les hommes et les femmes de bonne volonté, de part et d'autre, ne se donnent pas la main pour faire en sorte que nous ne puissions pas raisonner, nous, Centrafricains, en termes d'appartenance à une religion, mais tout simplement par rapport à notre propre citoyenneté. Le risque existe parce que le Nigeria, c'est juste après le Cameroun. Le risque existe parce que la Somalie, c'est juste après l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Ouganda, le Soudan à l'est du pays, et vous avez l'Éthiopie et la Somalie. Le risque existe. C'est parce que le risque existe qu'il ne faut pas donner des prétextes aux extrémistes. Donc il faut œuvrer pour la paix, il faut œuvrer pour la concorde entre les différentes communautés centrafricaines. Et nous, pour parler de moi personnellement, je suis né dans une ville du nord de la RCA où, avant même ma naissance, il y avait toutes les confessions sur place. Et aujourd'hui, ma ville natale, et vous pouvez le vérifier, est l'une des rares villes en Centrafrique où il n'y a pas eu ces affrontements. Pourquoi? Parce que dès que nous avons senti qu'il y avait une instrumentalisation de la jeunesse surtout, pour essayer de les opposer les uns contre les autres, nous avons mobilisé. J'ai appelé chez moi, dans mon village, dans ma ville natale, pour mobiliser les responsables des jeunes, le sous-préfet, les chefs locaux, etc., pour leur dire que personne, aucun père de famille ne peut donner comme conseil à ses enfants d'aller tuer son voisin. Aucun. Il n'y a aucune civilisation, il n'y a aucune culture, il n'y a aucune religion au monde qui peut dire enseignons à nos enfants, disons à nos enfants que leur avenir se trouve dans l'assassinat, dans le meurtre de leurs voisins, des personnes avec qui ils ont grandi et avec qui ils vivent ensemble. Et nous avons réussi à faire en sorte que dans notre ville natale, il n'y a jamais eu ce problème-là. Donc, par extension, je garde l'espoir que le travail qui se fait tous les jours, au moment où je vous parle, l'imam de la mosquée de Bangui habite chez l'archevêque de Bangui, chez lui à la maison. Et ils travaillent ensemble tous les jours sur le terrain pour faire en sorte que ces fractures-là se résorbent. Et cette instrumentalisation de la différence religieuse, elle échouera. Elle échouera parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontement ouvert entre les communautés. Il y a des actes isolés, mais je pense que le gros de la période de danger est passé. Mais il faut continuer à être vigilant. Parce que, comme on le dit dans les Écritures, que ce soit la Bible ou le Coran, le diable est à mille ficelles dans son sac. Et il faut faire attention tous les jours, il faut être vigilant au discours de haine, au discours de division, au discours d'indexation de l'autre. Alors, je suis très sensible à justement votre discours très volontariste. Néanmoins, pensez-vous, nous avons intitulé cette session « Reconstruire la RCA ». Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque peu prématuré de parler de reconstruction? Vous avez évoqué la situation dans le Nord. On sait que les ex-CDK sont encore très présents dans le Nord. Et puis, ce risque
de partition du pays existe. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je suis assureur de métier et de formation, de profession aussi, et je sais que le risque zéro n'existe pas. Comme je l'ai dit tantôt, dans toute organisation humaine, vous avez des personnes de bonne volonté et puis vous avez aussi des personnes qui sont extrêmes. Ça existe partout. Le risque de partition en soi-même existe dès le moment où il y a des mécontentements dans le pays. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les communautés à la base refusent la scission, c'est-à-dire l'opposition des communautés. Que ce soit à Bambari, qui est la ville qui est au centre de la République centrafricaine, que ce soit à Bria, qui est la ville le plus à l'est de la République centrafricaine, en allant vers le Soudan, où se sont repliés la plupart des éléments de l'ex-coalition Séléka, c'est les communautés à la base. C'est les communautés à la base qui ont créé des conseils locaux pour discuter entre les communautés et pour dire que nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Et à Bria, par exemple, donc comme je disais, qui est la ville la plus proche du Soudan, aujourd'hui, les patrouilles sont faites dans la ville par les forces de l'ex-Séléka, comme par la force française sangariste, comme avec la MISCA, en attendant que l'État ait les moyens de cantonner les troupes. Parce que pour cantonner des éléments rebelles qui, par définition, n'est pas une armée régulière avec un listing de militaires et tout, il faut suffisamment de moyens pour les cantonner avant de commencer l'opération de désarmement, de démobilisation et de réalisation. Mais donc aujourd'hui, il n'est pas juste non plus de présenter la situation comme si nous avions deux pays avec une barrière étanche, d'un côté des musulmans et de l'autre des chrétiens. Ce n'est pas du tout la situation. Alors, restons, si vous le voulez bien, sur le terrain militaire. Vous avez évoqué tout à l'heure très rapidement l'opération Sangaris. Moi, j'aimerais avoir votre bilan 5 mois après son déclenchement, surtout que lors de notre dernière rencontre à Bamako, vous m'aviez précisément indiqué qu'il fallait qu'elle soit rapide, efficace, et puis surtout dimensionnée aux défis sécuritaires. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le cas actuellement? Oui, il y a eu deux choses qu'il faut bien distinguer. Je parlais tout à l'heure des forces instrumentalisées par François Bozé. Ce sont ces forces-là qui ont attaqué Bangui le 5 et le 6 décembre 2013. Et vous vous en souvenez peut-être, il y a eu près de 2000 morts en 2 jours. L'intervention française a eu lieu le 8 décembre. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pensez qu'on a évité un second Rwanda? Ah oui, absolument. Absolument. L'intervention française a permis d'éviter des massacres à grande échelle. Et ça, il ne faut pas le passer par perte de profit. Et naturellement, l'intervention française a eu comme conséquence, comme effet d'entraînement, le renforcement également de la MISCA, c'est-à-dire la mission africaine. Et tout cela a fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de massacre à grande échelle. Mais toute situation d'instabilité se résorbe dans la durée. Et il y a eu renforcement des forces sur le terrain par l'arrivée de l'EUFOR, la force militaire de l'Europe, n'est-ce pas? 800 hommes qui vont arriver. Et vous avez certainement suivi la semaine passée, il y a eu le vote de la résolution 2149 des Nations Unies qui a décidé de l'envoi d'une force de 12 000 hommes, la MINUSCA, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la sécurisation de la Centrafrique, et qui est prévue pour prendre place le 15 septembre. Et entre-temps, je remercie le Maroc, parce que le Maroc a envoyé un contingent de 500 hommes pour protéger, et qui sont déjà sur place, pour protéger les installations et le personnel des Nations Unies et des organisations internationales. Donc je pense que nous avons passé l'orage. L'orage est passé. Maintenant, nous sommes face à un État qui s'est effondré sur le plan administratif et militaire. Il faut réoccuper l'ensemble des villes. Et c'est cette tâche-là qui se fera dès que l'effectif critique de 12 000 hommes des Nations Unies sera sur place. Très bien. Alors, moi, j'ai deux autres questions. Toujours à propos de l'opération Sangaris, comment est-elle perçue au sein de la population centrafricaine? Certains avancent une nouvelle forme, peut-être plus sournoise, de néocolonialisme. Et vous savez combien ce sujet est sensible, même 50 ans après les indépendances. Non, je pense qu'on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes.
Si vous ne voulez pas qu'une armée d'un pays étranger intervienne chez vous, mais vous n'avez qu'à bien gérer vos affaires, avoir une armée digne de ce nom, une administration digne de ce nom qui protège le pays. Et en ce moment-là, on n'a pas besoin d'intervention étrangère. Je rappelle quand même que ce sont les autorités centrafricaines qui ont demandé, qui ont instamment demandé à la France de mettre en place l'opération Sangaris. Et nous avons saisi tout ce que nous pouvons saisir comme pays ami pour pousser les autorités françaises à accepter d'envoyer cette force-là avec les moyens qui sont ceux d'un pays comme la France pour essayer de faire en sorte que le pays soit stabilisé. C'est ce qui a été fait. Et comme je le disais tantôt, ça nous a évité de tomber dans une situation proprement de génocide en décembre. Nous avons évité cette situation de justesse grâce à l'intervention française, grâce à l'installation de la MISCA, aujourd'hui grâce à l'EUFOR, et nous espérons que dans 2 mois, dans 3 mois, lorsque la MINUSCA sera en place, le pays sera définitivement stabilisé pour permettre de sortir de cette période-là et de regarder l'avenir avec un peu d'espérance. Un mot sur le récent retrait du contingent tchadien. Et puis, suivez mon regard. Au-delà, peut-il y avoir une solution RCA sans le Tchad? Le Tchad est-il une part du problème, une part de la solution? Je sais que le retrait a été vu comme un réel coup dur pour la MISMA. Les combattants, les soldats tchadiens sont aguerris, ils connaissent très bien le terrain, ils ont fait leurs preuves à travers Serval. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Oui, je vous remercie. Je pense que la décision du Tchad est une décision d'un État souverain, donc je n'ai pas à commenter leur décision. Mais moi, personnellement, je regrette que le Tchad se soit retiré du contingent de la MISCA. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ma démarche ne consiste pas à indexer l'autre. Nous avons demandé à un moment où nos forces de défense et de sécurité étaient complètement effondrées, où il n'y avait plus d'administration, ni plus de police, ni de gendarmerie, dans un pays de 623 000 km², c'est-à-dire un pays vaste, aussi vaste que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis, sans administration, sans police, sans gendarmerie, sans militaires, sans forces armées. C'est nous qui avons demandé à ces pays-là d'intervenir. Et les pays membres de la communauté économique d'Afrique centrale se sont réunis plus de 6 fois en moins d'1 an pour calmer le jeu en Centrafrique. Ces pays ont envoyé leurs troupes, ils ont payé le sacrifice humain pour qu'il y ait eu un début de stabilité en Centrafrique. Et ce serait indécent de ma part de dire qu'on ne peut pas reconnaître cela. Donc, je regrette le départ des troupes tchadiennes. Je pense que la diplomatie aurait dû travailler pour que cela ne se fasse pas. Mais comme c'est fait, je ne peux que le constater et le regretter. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait le maximum de forces possibles dans le cadre des missions qu'une fois de plus, nous avons nous-mêmes sollicitées pour pallier nos propres défaillances, pour aider à la stabilité en Centrafrique. Et vous savez que sur le plan politique, il y a des prises de position extrêmes qui sont l'œuvre d'un certain nombre de personnes ou de partis marginaux qui, pour exister, jouent avec le feu, qui appellent à la haine du voisin, à la haine du pays voisin, à la haine de l'étranger. Parce que tout simplement, ces partis-là veulent exister en créant des problèmes. Nous autres, nous voulons exister en recherchant des solutions. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Donc aujourd'hui, c'est le Tchad qu'on indexe. Demain, ce sera le Burundi. Après-demain, ce sera le Rwanda. Après-demain, ce sera le Congo. Et c'est une démarche purement irresponsable, à mon avis. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on s'organise pour avoir un État avec les moyens régaliens de l'État pour se protéger, se défendre et se développer. Et en ce moment-là, on ne fera appel à personne pour protéger notre pays. Ou bien on n'en a pas les moyens et qu'on accepte que d'autres viennent nous protéger. S'il y a des litiges, s'il y a des problèmes, il y a la diplomatie. Et la diplomatie, ça sert bien à régler les problèmes entre les États. Très bien. Alors, parlons d'économie à présent, si vous le voulez bien. Je le disais tout à l'heure en introduction, la Global Growth Conference se veut, surtout au niveau de cette deuxième édition, une plateforme pour discuter de l'émergence de l'économie africaine. Alors en RCA, bien évidemment, la crise a eu des effets ravageurs sur l'économie. J'ai pu consulter quelques rapports internationaux. On parle d'une récession entre 14 et 20%. Le taux d'IDE
est nul, bien évidemment. Alors, l'économie centrafricaine repose sur un certain nombre de secteurs clés, l'exploitation des diamants, la sylviculture, l'élevage, l'agriculture, des secteurs qui sont complètement à l'arrêt aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle dynamique peut-on enclencher dans ce contexte de crise majeure? Oui, je vous remercie. Je suis plus à l'aise sur les questions économiques, naturellement. Moi, je voudrais vous dire que la RCA, heureusement, conserve tous ses actifs. Côté actif du bilan, nous avons un pays, comme je l'ai dit, de 622 000 km² où il n'y a pas un seul centimètre carré de désert, ni de Sahel. Nous sommes un pays entièrement vert. Pour ceux qui ne connaissent pas la République centrafricaine, le seul exemple qui peut vous faire voir un pays qui ressemble à la République centrafricaine, c'est la Guinée. Nous sommes le château d'eau aussi bien de l'Afrique, du Tchad et des pays du nord de la RCA que le château d'eau des pays du sud. Le fameux fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve au monde, a sa source en Centrafrique, et c'est l'Ubangi. Nous avons 15 millions d'hectares de terres cultivables, donc 5% seulement sont cultivés. Et vous pouvez faire tous les types de cultures en Centrafrique parce que nous avons 10 mois de pluie par an à Bangui et 8 mois de pluie par an dans la partie nord du pays. Toutes les cultures industrielles. C'est de Centrafrique qu'on a amené les boutures de cacao pour faire le cacao en Côte d'Ivoire. À l'époque où l'Orstom travaillait pour la recherche en Afrique de manière uniforme, en Afrique noire francophone. C'est de Centrafrique que sont parties les boutures de café et de cacao pour faire le cacao et le cacao en Côte d'Ivoire et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Naturellement, sur le plan de la sylviculture, nous avons plusieurs bassins forestiers dont un seul est exploité. Et puis sur le plan minier, nous sommes le prolongement, je disais à madame pendant le déjeuner, nous sommes, peu de gens le savent, nous sommes le prolongement géologique du bassin précambrien de la République démocratique du Congo. Nous sommes le prolongement du Nord. Il y a plus de 470 indices miniers divers en Centrafrique, dont le pétrole, le cuivre, l'uranium, avec Areva que vous connaissez, l'or, le diamant qui est déjà exploité, le calcaire, le cuivre, le coltan, etc., etc. Donc c'est un pays, et le fer également. Donc c'est un pays qui a énormément de potentialité, qui est très peu peuplé, qui a encore ses actifs, mais qui a un problème de management, pour simplifier. C'est pour ça que nous nous battons au sein de nos partis politiques pour avoir les hommes et les femmes qui peuvent avoir une conscience nationale pour enclencher le développement. Et je pense que c'est quelque chose qui viendra. Parce que Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, que je cite toujours, disait que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève toujours. Mais il faut être réveillé avant le lever du jour pour commencer à faire la marche vertueuse. Alors, vous nous énumérez tous les acquis, toutes les richesses, tout le potentiel de la RCA, mais comment peut-on en faire une complémentarité avec les pays de la région? Je pense qu'il est important d'aborder la question de l'intégration régionale. Alors, la RCA fait partie d'un bloc régional qui s'appelle la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et qui, je pense, potentiellement regroupe les pays africains les plus riches. Absolument. Vous avez le Gabon, vous avez la Guinée équatoriale, qui sont des pays pétroliers, vous avez le Tchad, vous avez le Cameroun, qui produit du gaz, qui produit du pétrole, qui, je pense, a l'économie la plus diversifiée de la sous-région. Vous avez le Congo-Brazzaville. Alors, c'est un bloc régional qui, pendant longtemps, peut-être à l'image de ce que l'on connaît ici au Maghreb avec l'UMA, a été victime de certaines distorsions politiques. Il y a un nouvel élan actuellement, essentiellement dû à ce climat général d'émergence. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on faire en sorte que la RCA ne reste pas à quai et prenne également ce train de la croissance? Non, la RCA ne restera pas à quai. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai beaucoup d'espoir, sans être naïf. J'ai beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que je pense que
L'arrivée de la mission des Nations Unies en Centrafrique avec 12 000 hommes en septembre sonnera le glas de tous ces chefs de guerre et de tous ces groupes de bandits, entre guillemets, qui ont écumé ce pays-là et qui l'ont mis à genoux. Et puisque, avec l'appui de la communauté internationale, nous tenons à faire des élections en 2015, en février 2015, mon seul souhait, c'est que de ces élections-là émergent des dirigeants légitimes qui peuvent exploiter, mettre en valeur les richesses de ce pays. Et nous vivons dans un monde qui est un village. Nous avons des exemples. Je disais à des amis marocains que le Maroc est l'exemple d'un pays où, en comptant sur les ressources humaines et en faisant une politique de bon sens, une politique équilibrée, vous pouvez faire la croissance, améliorer le niveau de vie des populations. Ça fait 31 ans, je crois, que je viens au Maroc, donc j'ai vu le pays évoluer, j'ai vu le pays faire de grandes avancées sans forcément avoir du diamant, ni de l'or, ni du pétrole. Ça veut dire que le bon sens est la chose la plus essentielle dans cette démarche-là. Et il faut qu'il y ait une masse critique d'hommes et de femmes en Centrafrique qui ait conscience qu'il y a des actifs, mais les actifs seuls ne suffisent pas. Il faut travailler, il faut créer des conditions de stabilité et il faut utiliser les leviers qui existent. Il y a l'agriculture, il y a les infrastructures qu'il faut développer pour désenclaver ce pays, faire en sorte que ce pays-là soit un grenier pour les pays structurellement déficitaires sur le plan alimentaire qui sont au nord de notre pays, le Tchad, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, les pays du Golfe, l'Égypte, etc., etc. Ne pas considérer la coexistence avec ces pays-là comme un motif d'inquiétude, mais comme plutôt une opportunité de développement. Puisque nous avons les terres, nous avons l'eau, nous pouvons faire des agricultures. Pourquoi ne pas considérer ces pays-là comme des destinations d'exportation agricole pour créer de la richesse, et chez nous, et dans ces pays, pour que dans une atmosphère gagnant-gagnant, tout le monde puisse vivre normalement. Cela est possible. Mais il faut dépasser les peurs. Il faut dépasser les peurs individuelles. Il faut dépasser les langages clivants. Il faut dépasser aussi la résignation. Et je pense que nous y arriverons. Je vous remercie. Malheureusement, nous sommes très serrés par le temps, mais j'ai une dernière question en guise de conclusion de cette discussion. Monsieur le Premier ministre, à quand un retour à l'ordre constitutionnel en RCA? Et je vous pose la question particulièrement à vous qui, durant tout votre parcours politique, avez toujours refusé de faire partie d'un gouvernement issu d'un coup d'État. Et Dieu sait qu'en RCA, il y en a eu beaucoup. Oui, je pense que nous allons sortir définitivement de ce cercle malheureux, en tout cas non vertueux, l'année prochaine, puisqu'il y aura des élections en février 2015. Comme dirait quelqu'un, je n'ai pas de barbe, donc je ne me rase pas, mais on y pense dans le cadre de notre parti, on s'organise, on réfléchit, on se dit qu'il n'y a pas de fatalité, on se dit qu'il ne faut pas se décourager, on se dit qu'il faut se battre tout simplement, et j'espère que l'amitié que le Maroc nous fait et que vous nous faites à Amadeus permettra de faire en sorte que demain, la RCA puisse se redresser avec le concours de tous, pas simplement des Centrafricains. Dernière question personnelle, vous serez candidat, M. Ziguélé? C'est une option qu'il ne faut pas écarter, mais on en reparlera dans 2 mois. Je vous remercie beaucoup. Merci.